Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous quotidien de l'actualité. Je suis Fanny Wegscheider. À la une de l'information de ce mercredi 31 mai 2017. L'indépendance du Biafra a été célébrée mardi dans le sud-est du Nigeria, 50 ans après la création de cette république, à l'origine d'une guerre civile qui aurait fait 1 à 2 millions de morts. Le Niger a accueilli la visite du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Au cœur de cette visite, des questions sécuritaires et économiques. Et enfin, les Nations Unies ont publié un rapport accablant sur plus de 600 crimes commis en République centrafricaine entre 2003 et 2015. Bonsoir à tous. Hier, 30 mai, a marqué le cinquantenaire de la création en 1967 de la République indépendante du Biafra, cette ancienne région située au sud-est du Nigeria. Une guerre civile y avait fait 1 à 2 millions de morts entre 1967 et 1970, victimes de famine et de la maladie à cause du blocus terrestre et maritime qui avait été imposé par les troupes gouvernementales. 50 ans plus tard, les revendications indépendantistes refont surface dans l'ancienne région biafraise, même à l'église où les sermons pour l'indépendance du Biafra continuent de séduire les fidèles. Parmi eux, de l'hip-hop, le mouvement des peuples indigènes du Biafra, l'un des principaux groupes indépendantistes aux côtés de MASSOP, le mouvement pour la réalisation de l'État souverain du Biafra. Dans l'ex-Biafra, la population locale se sent marginalisée. Elle se plaint du chômage et qu'aucune infrastructure n'ait été construite par les autorités nigérianes depuis la fin de la guerre. Les habitants frustrés se sentent exclus du pouvoir économique et politique nigérian, dominé par les ethnies Haoussa, Fulani et Yoruba. Nos fidèles dans cette église sont pro-Biafra. Ils sont profondément biafrais. Nous allons avoir un impact avec cette manifestation en restant à la maison mardi. C'est sacro-saint. Cela se déroulera partout dans le pays biafrais. Cette église suivra le mouvement à la lettre. Nous avons beaucoup souffert dans ce pays appelé Nigeria. Beaucoup de choses ont été dépravées pour nous. Nous sommes censés être des personnes instruites. On ne va plus à l'école. Nos routes, aucune ne fonctionne pour nous. Toutes les ressources dans les terres de Biafra ont été utilisées pour développer le Nigeria, alors que nous souffrons ici. Nous voulons être libres et nous n'avons pas besoin de ces gens, c'est-à-dire les Haoussa, les éleveurs Fulani. Nous n'en avons pas besoin, j'ai besoin d'être libre. Et c'est pourquoi je veux être seul. Et pour commémorer la déclaration unilatérale de l'indépendance du Biafra, l'IPOB et le MASSOB ont appelé la population à observer mardi une journée morte. Le mot d'ordre a été suivi puisque les habitants sont restés chez eux. C'était notamment le cas à Onitsha, où des manifestations l'année dernière avaient tourné au bain de sang. Pour ce cinquantenaire, la grande ville commerciale du sud-est du Nigeria a pris des allures de ville fantôme avec ses marchés, magasins, écoles et bureaux fermés. Contrairement à l'an passé, la manifestation de cette année est restée pacifique, aucune descente dans les rues ni aucune violence. Nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie à cause de l'agitation au Biafra. Il n'y a donc pas de travail. Je suis allée à mon commerce à Saba et il n'y a pas d'activité. Tout est fermé. C'est un sit-in paisible, international et plus intelligent. Il n'y a pas de harcèlement, pas de violence, ce n'est pas violent. Le Biafra est un esprit, il est dans nos cœurs. Du côté des vétérans de la guerre du Biafra, on ne regrette rien. 50 ans après le conflit, quelques-uns se sont réunis, comme ici à Umuahia, pour chanter l'hymne de ce qui fut un jour leur nation, le pays du soleil levant, comme ils le nomment. Les anciens soldats se souviennent de la supériorité logistique et numérique de leur adversaire nigérian. En 1970, les militaires biafrais avaient dû se rendre, dominés par des Nigérians 10 fois plus nombreux. J'ai été affecté au secteur de Calabar pour combattre l'armée nigériane. Puis de là, j'ai eu cette blessure. Un avion venait, j'ai utilisé mon fusil pour répondre et le dessus de mon arme supérieure m'a frappé ici. Quand ils sont venus m'attaquer, nous, les combattants, nous avons fait ce que nous pouvons parce qu'ils nous ont bloqués avec des armes. Ils nous ont bloqués avec de la nourriture. Ils nous ont bloqués partout. Mais nous avons réussi à nous échapper. Je veux que mes enfants soient libres dans leur pays. Je ne veux pas qu'ils souffrent comme nous avons souffert.
Je ne veux pas qu'ils souffrent. C'est pour cela que nous voulons avoir notre propre pays en toute sécurité pour nous. Je ne veux pas que mes enfants souffrent. Les Biafrais ont été tués et abattus, il y avait beaucoup de privations et le blocus était une tragédie que nous avons vécue. Quelques jours avant la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du Biafra, le chef de file du mouvement indépendantiste radical de l'IPOB a tenu à s'exprimer. Nnamdi Kanu, la nouvelle voix de l'indépendance pro-Biafra, a été libéré sous caution fin avril après 18 mois de prison qui ont fait de lui une figure de proue des sécessionnistes. C'est en violation des conditions imposées par la justice à sa sortie, notamment celle de parler à la presse et de participer à des rassemblements de plus de 10 personnes, que Nnamdi Kanu a tenu meeting vendredi à Umuahia, l'ancienne capitale du Biafra indépendant. Il est pourtant toujours sous le coup d'accusations de trahison, après avoir appelé à une révolte armée en 2015. Pour Nnamdi Kanu, l'objectif est de créer un mouvement de désobéissance civile jusqu'à ce qu'un référendum d'autodétermination pour la région de l'ex-Biafra soit organisé. Il appelle au boycott absolu de toutes les élections tant que ce ne sera pas le cas. Ces 18 mois de prison m'ont donné la possibilité de faire beaucoup d'introspection et d'être plus proche de Dieu, plus que je ne l'ai jamais été auparavant. Je suis devenu plus pieux, plus en harmonie avec la nature, aussi plus clairvoyant sur la meilleure façon d'obtenir l'indépendance du Biafra le plus rapidement possible. La mission et les valeurs de l'IPOB sont très simples, restaurer le Biafra. Pour s'assurer que le Biafra soit créé par tous les moyens possibles, nous avons choisi la résistance par l'agitation pacifique, la non-violence, la persuasion, la logique, la raison. Nous allons déployer tout cela pour nous assurer d'obtenir le Biafra. Notre but ultime est la liberté. Le référendum est le chemin que nous avons choisi de prendre pour obtenir le Biafra. Et ce référendum, comme je l'ai dit plus tôt, est ce que nous devons avoir. Il n'y a pas d'alternative. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer qu'il y a un référendum. Nous avons l'intention de rester pacifiques, mais s'ils viennent chez nous et commencent à nous abattre et frapper nos femmes, nous pouvons au moins les défendre. Nous nous réservons le droit de nous défendre et nous le ferons. Toujours au Nigeria, les 82 lycéennes de Chibok qui ont été libérées début mai des mains du groupe islamiste Boko Haram ont rejoint mardi un centre éducatif à Abuja. Les jeunes filles pourront y poursuivre leur éducation, mais plus de 3 ans après leur enlèvement, elles ne retourneront pas chez elles. Une décision volontaire, comme le précisent les autorités. Après avoir été accueillies par la ministre pour les Affaires familiales, Aïcha Alassane, les 82 adolescentes ont rejoint leurs 24 autres camarades déjà libérés ou retrouvés durant l'année. Dans le centre de réhabilitation qui le reçoit, les jeunes filles recevront un soutien psychologique et des soins médicaux jusqu'au mois de septembre. Elles seront ensuite envoyées dans des écoles à travers le Nigeria et non pas à Chibok, d'où elles sont originaires. Vous êtes de retour en vie et c'est un nouveau chapitre de vos vies. Un chapitre d'espoir et de joie. Nous nous joignons au gouvernement du Nigeria pour vous accueillir. Ces filles participent à ce programme sur la base du volontariat. Elles l'ont accepté et leurs parents ont également donné leur accord. Nous ne gardons personne ici sans son consentement ou le consentement des parents. Et la police nigériane a confirmé ce matin un affrontement meurtrier entre ces hommes et des officiers de la marine dans la ville de Calabar. Les combats qui ont entraîné l'incendie d'un poste de police ont fait 3 morts. Le Niger voisin a accueilli mardi la visite du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Le récent chef d'État qui a débuté son mandat en janvier est resté 24 heures au Niger. Au cœur de cette visite, les questions sécuritaires et économiques. Avec son homologue nigérien Mahamadou Issoufou, le président du Ghana a décidé de revitaliser la coopération entre les deux pays, notamment par la tenue à Accra de la 6e session de la coopération mixte Niger-Ghana au premier trimestre 2018. Les deux chefs d'État ont par ailleurs exprimé leur volonté de renforcer la coopération dans plusieurs domaines, par exemple le commerce, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et technique, le transport, le tourisme, la santé, la sécurité et l'économie numérique.
Les présidents Mahamadou Issoufou et Nana Akufo-Addo ont également évoqué les questions sécuritaires et la monnaie unique au sein de l'espace CEDEAO, un sujet pour lequel ils sont désignés pour conduire le processus de mise en place à l'horizon de 2020. Le président nigérien a ajouté que la task force mise en place dans ce but avait déjà fait des propositions. Il est important que nous donnions à ce processus une volonté politique claire. Nous sommes déterminés à trouver le chemin à parcourir. Ce n'est pas facile. Nous avons vu l'exemple de l'Europe, essayant de faire passer l'euro comme la monnaie unique. Il a fallu plusieurs étapes avant que cela ne soit possible. Nous devons commencer ces étapes. Les critères établis pour cette convergence n'ont pas permis à chacun des différents pays de respecter ces critères en même temps. Il est nécessaire de tout revoir et d'essayer de trouver une solution, car pour le moment, la communauté des 15 États membres a quelque chose comme 10 devises différentes environ. Le léon de la Sierra Leone, le franc guinéen, le cedi du Ghana, le naira, c'est un gâchis et il sera très difficile d'accorder cette attention que nous voulons lui donner à cette situation, à moins que nous trouvions une solution. Je suis très confiant. Il n'est pas nécessaire d'aller vers la monnaie unique en plusieurs phases. On peut aller en une seule phase parce que, au fond, unifier 8 monnaies pose le même problème qu'unifier 2 monnaies. Et c'est pour cela qu'on a décidé, du premier coup, en une seule phase, d'aller vers la monnaie unique. On a défini des critères de convergence pour ce faire, que tous les pays doivent respecter. On a défini un calendrier de mise en œuvre. Et en principe, on doit aller vers la monnaie unique d'ici 2020. Et je suis d'accord avec mon frère que cela paraît effectivement difficile, mais on fera une prochaine réunion de la task force au Ghana, très prochainement, puisque la dernière réunion a eu lieu ici à Niamey, donc la prochaine réunion doit avoir lieu au Ghana. La task force va nous faire le point des dernières réflexions qui ont été faites sur la monnaie. Peut-être que cela permettra de mettre à jour le chronogramme qui a été adopté à l'occasion des précédentes réunions. Mais nous n'avons pas le choix. Nous sommes condamnés à aller vers la mise en place de cette monnaie unique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une des conditions pour renforcer les échanges entre nos pays. La monnaie constitue un obstacle non tarifaire, malheureusement, à ces échanges-là. Et pour les surmonter, ces obstacles non tarifaires, il faut rapidement aller vers le cours. On a déjà trouvé le nom. L'essentiel, ce n'est pas le nom. L'essentiel, c'est que cette monnaie devienne un jour une réalité. Restons en Afrique de l'Ouest, direction la Côte d'Ivoire à présent. La Convention de la société civile du pays a proposé mardi à Abidjan ses solutions aux conflits fonciers récurrents qui opposent éleveurs allogènes et agriculteurs allochtones dans 4 zones particulièrement perturbées. Il s'agit notamment de Korogo au nord, de Bouaké au centre, de Bondoukou à l'est et de Douékoué à l'ouest. Ces pistes de réflexion ont été détaillées lors de l'atelier de clôture du projet Cohésion sociale. Reportage de Parfait Adjo. La Convention de la société civile de Côte d'Ivoire s'est engagée à jouer sa partition pour l'avènement d'une paix durable à travers des solutions idoines aux problèmes récurrents, meublés des tensions souvent liées aux conflits fonciers et à la cohabitation difficile entre éleveurs allogènes et agriculteurs allochtones, mais également aux remous sociaux et politiques. De 2015 à 2017, elle a implémenté un programme de consultation et de dialogue dans 4 zones à fort taux de conflit, notamment Korogo au nord, Bouaké au centre, Douékoué à l'ouest et Bondoukou à l'est. 2 principaux conflits y ont été détectés, les uns dus au foncier rural et les autres aussi fréquents constatés entre éleveurs et agriculteurs. Ils sont généralement provoqués par la méconnaissance de la loi, la compétition pour la terre liée à la pression démographique, les difficultés d'identification du véritable propriétaire, la pression démographique sur la terre et la rareté des ressources dont la terre et l'eau. Le dysfonctionnement des instances de concertation villageoises, le déplacement incontrôlé des troupeaux et la destruction des cultures par les animaux. Au départ du projet, on avait identifié 60 sites de conflit,
Mais nous sommes allés au-delà. Aujourd'hui, nous sommes à 120 sites de conflit. Nous avons mené des dialogues au sein de différentes populations, des communautés, de l'administration. Et à la fin de ces dialogues-là, nous nous sommes rendus compte que c'est peut-être par ignorance qu'il y a eu autant de conflits. Donc après tous ces ateliers, nous savons aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est capable d'aller à la réconciliation et à la cohésion sociale. Il faut y mettre le prix. Le prix, c'est la sensibilisation, c'est l'information, c'est la formation. La Convention de la société civile et ses partenaires proposent comme solution durable aux deux conflits la vulgarisation des terres de loi régissant les activités agro-pastorales et le foncier rural, la simplification et la baisse du coût de l'immatriculation des terres, la dynamisation des comités villageois inclusifs, la formation aux techniques modernes d'agriculture et d'élevage et la réactualisation et ou réactivation des couloirs de transhumance. Pendant environ 24 mois, ce sont plus de 300 consultations, 12 ateliers, 12 sessions de formation et le déploiement de plus de 80 facilitateurs. Ce programme a bénéficié de l'appui multiforme des partenaires de la Convention de la société civile ivoirienne, dont l'Union européenne. Au nord du continent africain, les discussions étaient orientées sur la lutte antiterroriste lundi dans la capitale égyptienne du Caire. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le chef de la diplomatie égyptien Sameh Choukri ont reçu les ministres russes des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et de la Défense, Sergueï Shoigu. Ils ont notamment discuté de la situation en Syrie et en Libye, deux pays ravagés par la guerre et les assauts du groupe État islamique. Prévue depuis plusieurs semaines, cette visite russe fait partie des consultations régulières entre les deux pays. Outre le combat commun des deux pays historiquement alliés contre le terrorisme, il a aussi été question de coopération bilatérale. Nous voulons poursuivre notre coordination étroite avec la Russie dans le cadre d'une coopération politique, mais aussi une coopération en matière de sécurité et dans le renseignement pour éliminer ce phénomène et protéger non seulement la région et l'Égypte, mais aussi la Russie et le monde entier. Maintenant, le plus important est de mettre une barrière dans la voie du terrorisme et de son idéologie. Nous ne pouvons le faire que tous ensemble. La Libye a été détruite par les bombes, le régime a été évincé, c'est devenu un gouffre, une véritable passoire pour les terroristes, les criminels, les trafiquants d'armes, les migrants illégaux. Tous ensemble, nous voulons résoudre la crise libyenne, mais si nous continuons à détruire l'État syrien après la destruction de l'Irak et de la Libye, cela signifierait que les hommes politiques ne valent pas un sou et qu'aucune leçon n'a été tirée des énormes tragédies qui ont eu lieu dans cette région. Justice maintenant avec le début mardi du procès de 13 soldats sud-soudanais accusés de viol. À peine ouvert devant un tribunal militaire de Djouba, le procès a été ajourné au 6 juin, au motif que l'accusation ne dispose pas d'un acte d'accusation détaillant les charges retenues individuellement contre chaque accusé. Les 13 soldats comparaissent pour des cas de pillage, de détérioration de biens, mais aussi de viol d'au moins 5 travailleuses humanitaires et du meurtre d'un journaliste sud-soudanais. Des faits commis le 11 juillet 2016 dans l'hôtel Terrain, un établissement situé à un peu plus d'1 kilomètre d'une base des Nations Unies. Les casques bleus, à qui il a d'ailleurs été reproché leur inaction dans les crimes commis. Parmi les 13 hommes sur le banc des accusés, 4 portaient l'uniforme de la division Tigre, la garde républicaine assignée à la sécurité du président Salva Kiir. L'audition de mardi a permis d'entendre le témoignage du gérant britannique de l'hôtel où se sont déroulés les faits allégués. La partie civile est le manager de l'hôtel. C'est lui qui a raconté à la cour ce qui s'est passé à ce moment-là et sa déclaration relate environ 5 crimes, un meurtre, un pillage, un vol, une destruction de propriété et d'autres crimes. Ce qu'il s'est passé, c'est que la plupart des questions que nous avons posées à l'accusation, il semble qu'il n'était pas prêt à répondre à toutes les questions qui ont été posées au juge. C'est pourquoi nous avons demandé à la Cour de nous fournir toutes les preuves des crimes commis par les accusés. Cet incident est un incident regrettable.
On ne peut pas dire que ceux qui ont commis ces crimes sont des membres du mouvement populaire de libération du Soudan. Ils sont des individus que nous devons maintenant défendre. Nous les défendrons jusqu'à la fin du procès et s'ils en ont le droit, nous défendrons même les victimes et les familles de victimes. Ces personnes qui ont commis ces crimes doivent être tenues responsables et s'il s'avère que nos clients sont impliqués dans ces crimes, alors ils en paieront les conséquences. D'autres crimes sont également instruits en République centrafricaine, ceux commis par l'armée ou des groupes armés entre 2003 et 2015. L'initiative a donné lieu à un rapport accablant des Nations Unies. Le document de plus de 400 pages documente également les violations commises par les forces de défense internationales et étrangères. Au total, ce sont 620 incidents qui sont recensés et détaillés dans ce rapport, comme des incendies de villages dans le cadre de campagnes de représailles, des viols collectifs de femmes et parfois de filles âgées de moins de 5 ans, des exécutions extrajudiciaires ou encore des décès suite à des cas de torture ou de mauvais traitements dans des centres de détention. L'ONU a publié ce document au moment où la Cour pénale spéciale commence à se mettre en place à Bangui et elle jugera ces crimes. Le rapport de cartographie provient du forum de Bangui d'il y a 2 ans et est également mandaté par le Conseil de sécurité qui a exigé ce rapport. Il couvre une période de 13 ans allant jusqu'à fin 2015, une période durant laquelle ce pays a connu de graves violations des droits de l'homme. Il y a une cour pénale spéciale qui vient d'être créée, le procureur vient d'arriver. Notre rapport lui sera sans doute utile ainsi qu'au tribunal afin de faire avancer le processus de justice individuelle. Un mot de football à présent. Le football des Éperviers est en stage en France pour préparer leur match face à l'Algérie. Un match qui compte pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. 20 joueurs sur les 23 convoqués ont participé à la première séance d'entraînement au stade Auguste Delaune de Goussainville dans la région parisienne. Les Éperviers affrontent en match amical jeudi soir à Paris le Nigeria avant de rencontrer les Comores à Marseille. Ce sera le 4 juin. En permission à la demande de son club qui dispute une ultime rencontre de la saison le 4 juin, Emmanuel Adebayor ne rejoindra le groupe qu'après son match. Le sélectionneur Claude Leroy compose pour le moment avec beaucoup de jeunes joueurs. Bien. C'est oui, avec toute cette jeunesse. Ce que je leur disais, dans l'esprit, c'est formidable. Ils sont très réceptifs, ils ont envie de travailler, ils ont envie de bosser, de s'appliquer. Bon, maintenant, il va falloir gommer des erreurs techniques, des fautes de jeunesse, d'inexpérience un petit peu, mais on sait que c'est le début d'une nouvelle aventure, qu'eux, ils ont envie de participer à cette belle aventure. On sait que ça ne va pas être facile, qu'il va falloir qu'on soit sûrement un petit peu indulgent avec nous, mais si on veut véritablement poser les bases d'un football togolais de demain, c'est à partir de tous ces jeunes joueurs. Il y en a d'autres qui viendront nous rejoindre, il y en a certains qui sont blessés aujourd'hui, qui ne sont pas là, comme Mathieu de Séville, il manque Cheyi qui est encore en plein championnat en Turquie, mais on sent qu'il y a du talent, on sent qu'il y a des joueurs de qualité. Maintenant, il faut leur laisser le temps d'arriver à maturité, mais si on ne prenait pas la décision tout de suite de repartir avec une nouvelle génération, on aurait continué à gagner, à perdre des matchs, mais en sachant qu'il n'y avait pas des espérances extraordinaires. Donc je pense que si on veut se projeter un petit peu plus loin, c'est ce qu'il fallait faire. Et refermons ce journal en Côte d'Ivoire avec du sport hippique. Le pays hôte du Grand Prix de la CEDEAO a remporté cette toute première édition de la course ouest-africaine. L'événement s'est tenu ce week-end à Grand-Bassam sous le patronage du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. L'ambition du Grand Prix de la CEDEAO est de promouvoir le développement des sports hippiques dans la sous-région. Pour l'occasion, une vingtaine de jockeys d'Afrique de l'Ouest se sont affrontés dans la prestigieuse course de 2400 mètres. Cette première à domicile, la Côte d'Ivoire s'est équipée aux équipes du Burkina Faso, du Niger et du Mali. En plus de la course sur 2400 mètres, ce Grand Prix de la CEDEAO a également abrité des courses sur 1600 et sur 800 mètres. Un régal pour le public, mais aussi pour les participants. Quand on regarde le nombre de cavaliers de jockeys qui pratiquent, on se dit l'avenir est prometteur. Je pense que le peuple ivoirien, c'est un peuple cosmopolite qui s'adapte et qui aime les courses hippiques. À voir même les chiffres du PMU à la LONASI, les Ivoiriens aiment parier, aiment jouer, aiment le cheval. On a des garçons talentueux et on espère que pour bientôt on aura des jockeys internationaux parmi nos jockeys qu'on aura formés en Côte d'Ivoire. Depuis tout petit, je partais à l'école, je croisais les chevaux dans la rue comme ça, je courais, cheval. J'ai aimé le domaine en fait. Voilà, aujourd'hui par la grâce de Dieu, on est toujours dans le domaine du cheval.
Le cavalier m'impressionne, ça va, en tout cas ça va, c'est bien déroulé. C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. L'indépendance du Biafra a été célébrée mardi dans le sud-est du Nigeria, 50 ans après la création de cette république, à l'origine d'une guerre civile qui aurait fait 1 à 2 millions de morts. Le Niger a accueilli la visite du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Au cœur de cette visite, des questions sécuritaires et économiques. Et enfin, les Nations Unies ont publié un rapport accablant sur plus de 600 crimes commis en République centrafricaine entre 2003 et 2015. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau journal Vox News. Bonne suite de programme sur votre chaîne panafricaine.